ceux qui nous rejoignent pour les rencontres du développement durable 2020. Cette journée a commencé ce matin grâce au soutien de Montpellier Business School. Nous continuons cette journée sur le thème « Transformer le capitalisme » avec une masterclass sur le thème « Pour imaginer un autre modèle de développement ». C'est un débat politique entre croissance et décroissance, un débat théorique entre les indicateurs de richesse comme le PIB ou les indicateurs de richesse dédié à la mesure du bonheur, comme le Bhoutan le propose, ou un débat de société sur la mesure du bien-être. Nous allons avoir l'occasion d'en discuter avec deux intervenants qui nous rejoignent par Skype. Mais avant d'en parler, avant de passer la parole aux dirigeants, parole aux citoyens, c'est la promesse des rencontres du développement durable. J'invite mon collègue Benoît Piveteau à s'exprimer. C'est un jeune que nous avons recruté par l'Institut Open Diplomacy pour aller représenter les jeunes français au G20 des jeunes cette année. Bonjour. Je suis Benoît Piveteau, donc délégué français au G20 des jeunes cette année en Arabie Saoudite. Le G20 des jeunes est un groupe d'idées qui réfléchit et propose des idées de politique publique par et pour les jeunes au chef d'État du G20. Je souhaiterais d'abord mettre en évidence plusieurs points sur lesquels nous travaillons cette année. D'abord, la délégation française s'est attachée à renouveler l'engagement de la France pour les objectifs de développement durable, mais aussi sur l'égalité face à l'accès aux opportunités. D'abord, sur l'accès face aux opportunités, la question de la diversité et de l'inclusion est de plus en plus prégnante dans nos sociétés. C'est aujourd'hui une problématique importante dans la construction du développement de demain. Pour cela, il est important de construire le développement de demain par et pour tous. La diversité et l'inclusion sont des problématiques aussi de plus en plus prégnantes au sein de nos entreprises. Les entreprises aujourd'hui comprennent l'importance de ce sujet, aussi bien au niveau de leurs équipes, du management, mais aussi de leur direction. L'autre sujet d'importance que je souhaiterais évoquer avec vous aujourd'hui, c'est la part de plus en plus importante de l'économie digitale au sein de nos sociétés et de notre économie. L'économie digitale, qui se développe dans nos économies développées, mais aussi dans les pays en développement, prend une part de plus en plus importante, présente des opportunités, mais aussi de nombreux risques. En effet, pour les travailleurs à la tâche qui sont dépendants des plateformes numériques, il existe peu de protection sociale dans le cas de crises importantes comme celle que nous sommes en train de vivre. C'est pourquoi il est important de prendre en compte dans la construction du développement de demain la question des nouvelles formes de travail et leur développement au cours des années à venir. Pour cela, au sein du Y20, je propose la mise en place d'une taxation des géants du numérique afin de créer un fonds de solidarité et de crise, afin de soutenir et de protéger socialement les travailleurs à la tâche des grandes sociétés du numérique en cas de crise. Cette proposition s'aligne avec le travail mené par la France en 2019 sur la taxation des géants du numérique, les GAFA. Il semble aussi que l'économie digitale et numérique tend à créer une asymétrie au sein et entre les États. C'est pour cela que nous mettons en avant la nécessité de prendre en compte le travail des acteurs locaux, nationaux et internationaux dans les années à venir pour la conception de politiques publiques plus inclusives et pour un meilleur développement. Il semblerait aussi que le développement et la construction de nouveaux partenariats publics-privés soit d'une importance forte dans le cadre du développement. Merci pour votre attention. Je vous laisse avec nos intervenants pour continuer cette réflexion. Merci beaucoup Benoît. Tu témoignes par ton engagement et ce que tu vas défendre à l'échelle du G20 de la possibilité pour des jeunes comme pour n'importe quel citoyen de s'impliquer à l'échelle internationale dans ce cadre que nous avons créé avec l'Institut Open Diplomacy en 2011. Et nous avons la chance de pouvoir, dans le cadre de ces réflexions internationales, dialoguer avec des dirigeants d'entreprises, des dirigeants politiques, français ou internationaux. Et c'est ce que nous allons faire maintenant dans cette masterclass pour imaginer un autre modèle de développement. Je voudrais vous présenter nos deux intervenants. Je vous présente Isabelle Durand, qui est secrétaire générale adjointe de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Isabelle Durand est une femme politique belge qui a été vice-présidente du Parlement européen, qui a été vice-première ministre de Belgique et qui va partager ses 45 minutes avec nous. Merci beaucoup Isabelle Durand d'être avec nous. Et nous avons aussi la chance de pouvoir recevoir Pascal Desmurger, qui est le directeur général de la Maïf, qui, en plus d'être à la tête d'une compagnie d'assurance connue par tous les Français, a publié récemment un livre qui s'appelle « L'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera pas ». Et dans cette formule à la Malraux, nous allons facilement rentrer dans le sujet. Merci beaucoup Pascal Desmurger d'être avec nous. Nous allons
Voilà. Nous allons commencer par un chiffre, une donnée clé qui nous a été livrée par un des partenaires des rencontres du développement durable, par Focus 2030, qui produit massivement des données pour comprendre les enjeux du développement durable et aider les acteurs de la société civile à s'en emparer. Cette donnée, elle est extrêmement effrayante et je voudrais vous la partager. C'est que plus de la moitié de la population française, on est à 56% exactement, a peur de tomber dans la pauvreté à cause des conséquences directes ou indirectes du coronavirus. Et on le sait bien, le Covid, de façon générale, au-delà du problème de la pauvreté, marque un recul complet sur les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Ça montre l'importance de la relance, de la reprise, du reset, quel que soit le nom que vous voulez lui donner, auquel on s'attelle. Et donc, ma première question, Pascal Desmurger et Isabelle Durand, porte sur la relance. Est-ce que, selon vous, de là où vous vous situez pour l'observer, à l'échelle française et à l'échelle internationale, elle est adaptée? Est-ce qu'on est effectivement en train de se réinventer comme la crise nous y a invités? Ou est-ce qu'on est en train de s'entêter? Je vais commencer par vous, Pascal Desmurger, si vous me l'autorisez. Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste face à cette relance? C'est difficile de donner un sentiment aussi, comment dirais-je, aussi large. Moi l'impression que j'ai quand même en regardant le plan de relance tel qu'il a été élaboré, c'est qu'on est bien à la fois sur le traitement de l'urgence, et l'urgence passe forcément par un sujet de compétitivité des entreprises, et le plan de relance adresse prioritairement, j'allais dire, la question de la compétitivité des entreprises, avec notamment l'abaissement des impôts de production. Mais on a quand même les 2 tiers du plan de relance qui sont tournés, un tiers vers l'écologie, un tiers vers la cohésion sociale, qui sont pour moi les 2 grands sujets à la fois les plus importants et les plus urgents à traiter. Alors, est-ce qu'on va assez loin dans comment dirais-je, la construction de ce qu'on a beaucoup appelé le monde d'après, au moment du confinement, ou est-ce que c'est encore trop timide? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même, par hypothèse, une urgence qui justifie que l'on soit sur cette répartition dans l'effort qui va être fait. Après, évidemment, la question un peu centrale pour modifier le comportement des entreprises, parce que je crois que l'enjeu majeur, c'est quand même de modifier de manière suffisamment rapide le comportement des entreprises à l'égard de l'environnement, à l'égard de la société, et de faire en sorte qu'elles contribuent à une forme de bien commun. L'enjeu central est d'abord la question de la conditionnalité. Est-ce qu'il faut conditionner les aides à des contreparties en termes d'engagement de la part des entreprises ou pas? Moi, je suis par principe très favorable à la conditionnalité. Une entreprise, lorsque elle pollue, lorsqu'elle détruit des emplois, lorsqu'elle a un impact social ou environnemental négatif, par hypothèse, elle crée ce qu'on appelle des externalités, elle crée des nuisances en quelque sorte pour la société, que derrière les pouvoirs publics doivent essayer dont les pouvoirs publics doivent essayer de réparer les conséquences. Tout ça génère évidemment un coût social extrêmement élevé qui justifie, me semble-t-il, la conditionnalité, que ce soit d'ailleurs dans la distribution d'un soutien d'une aide publique, que ce soit éventuellement, pourquoi pas, dans les mécanismes fiscaux, que ce soit évidemment aussi dans la commande publique. Et je pense que cette question des contreparties, de la conditionnalité, doit être adressée par les États de manière beaucoup plus importante que ça n'a été fait jusqu'à présent. Précisément, on va rentrer dans le détail de ce que la puissance publique peut faire pour engager plus fort les entreprises dans cette transition. Et vous l'avez mentionné, il faut qu'elles soient appuyées sur les 3 piliers du développement durable, la compétitivité des entreprises dont vous avez parlé, évidemment le tiers écologique et le tiers social. Aujourd'hui, seulement un quart des Français, si je me réfère aux études de Focus 2030 dont je faisais allusion tout à l'heure, pensent qu'on va atteindre l'agenda 2030, c'est-à-dire cette logique d'un développement durable équilibré sur ces 3 piliers.
Je voudrais me tourner vers Isabelle Durand, qui est à la tête de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, pour zoomer un petit peu sur cette logique de contrepartie ou de rapport entre les pouvoirs publics et les pouvoirs entrepreneuriaux. Est-ce que, selon vous, cette relance est à la hauteur, notamment sur le double enjeu de la transition numérique et de la transition climatique, environnementale, qui sont totalement liés? Alors d'abord, je vérifie si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Super. OK. Donc d'abord, merci pour l'invitation et merci, ravi de vous rencontrer, Monsieur Demurger. C'est la première fois que nous parlons ensemble. Alors c'est vrai que moi, je prends évidemment l'angle qui est l'angle plutôt international ou l'angle aussi au-delà de la France et même au-delà de l'Europe, du reste du monde. Et en quoi est-ce que l'enjeu climatique ou l'enjeu numérique est rencontré par ces plans de relance? Bon, d'abord, je pense que ces plans de relance, ils s'inscrivent dans un monde qui est le monde d'aujourd'hui avec un capitalisme qui est quand même un peu particulier. Hein. On a les USA d'un côté avec un capitalisme un peu libéral, et puis de l'autre côté, on a la Chine avec un capitalisme qui est un capitalisme politique que l'on connaît. Et donc, ça change très très fort la donne quand on parle d'échanges internationaux. Et on sait bien que sur la question climatique ou la question numérique, on ne réglera pas ça ni à l'échelle de la Belgique, ni de la France, ni même à la limite de l'Union européenne. Et donc, non, à mon avis, ces plans ne sont pas suffisamment, je dirais, intégrés ou intégrant ces nouvelles données, d'autant plus que qui est-ce qui paye la note de façon la plus terrible? Ce sont les pays en développement. Les pays en développement n'ont pas la marge de faire des plans de relance. Leurs plans de relance ne se tournent pas du tout sur les ODD, les objectifs de développement durable ou des causes comme celle-là. Ils se construisent à partir des ressources qu'ils peuvent escompter ou attendre de donateurs, du Fonds monétaire international en termes de reprise de leurs dettes ou en tout cas de moratoire sur leurs dettes. Et donc, je dois constater, hélas, que dans les plans de relance que je connais, je ne parle pas du plan de relance européen global, celui de la France ou de pays, des économies avancées. D'un côté, dans le groupe USA, grosso modo, l'élection prochaine aux États-Unis mène les USA à faire un choix qui est un choix avant tout, je vais dire, électoral. Il faut America Great Again et il faut reprendre ce qu'on a perdu à tout prix parce que sinon, les élections risquent de ne pas tourner comme les candidats le voudraient. Bon. Et de l'autre côté, le plan européen, qui est un plan large, pour une fois d'ailleurs très positif du point de vue en tout cas de la manière dont les pays vont pouvoir mutualiser ou travailler ensemble et emprunter ensemble. C'est très important pour l'intégration européenne. Et c'est un plan, c'est vrai, qui intègre pas mal de données environnementales et numériques. C'est loin d'être le cas ailleurs dans le monde. Et donc, je pense qu'on doit aussi tenir compte de ce qui se passe ailleurs, où, en effet, les plans de relance sont, entre guillemets, des petits plans de relance au jour le jour pour essayer d'amortir le choc qui est terrible pour les pays en développement, puisque avant même que le Covid n'arrive, ils étaient déjà avec une dette trop élevée, avec une grande fragilité, pas assez d'investissements étrangers, pas de pied dans l'économie numérique d'aujourd'hui et de demain. Et donc, je ne crois pas qu'à l'échelle du monde, les plans de relance soient aujourd'hui à la hauteur. Je crains aussi d'ailleurs qu'on continue les subsides aux énergies fossiles, même si à l'échelle de l'Union européenne, on a pris des engagements assez forts, mais à l'échelle du monde, ça n'est pas le cas. Je crains que l'économie numérique et les géants du numérique restent des géants qui ne payent pas leurs impôts d'ailleurs et qui n'intègrent pas les nouvelles plateformes émergentes, mais défendent leurs intérêts. Juste pour terminer, sachez que Amazon, Bezos en l'occurrence, a fait un bénéfice pendant les quelques mois de confinement total qui était de plus de 46 milliards, alors qu'aujourd'hui, le Fonds des Nations Unies qui essaye de collecter des ressources pour aider les pays en développement à faire face aux conséquences socio-économiques du virus, a gentiment et modestement collecté un peu moins de 100 millions de dollars. Donc c'est juste pour donner une échelle. Merci beaucoup Isabelle Durand pour ces idées très claires sur les rapports de force dont vous venez d'expliquer les tenants et les aboutissants. Il y a un rapport de force qui peut se créer aussi entre la population, les citoyens, qui a des attentes extrêmement fortes en matière de transition, et les pouvoirs, quels qu'ils soient, les pouvoirs économiques, les pouvoirs politiques. Plus de 2/3 des Français espèrent que les plans de relance, et en particulier le plan de relance européen et le plan de relance français, vont être basés, déployés sur la base des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies.
Ce cadre, vous le savez tous, on fête le 5e anniversaire cette année. Les objectifs de développement durable ont été adoptés en 2015 aux Nations Unies, notamment par le travail du professeur Jeffrey Sachs, qui travaillait auprès du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Nous aurons la chance de recevoir Jeff Sachs lui-même le 28 septembre. Mais je voudrais revenir sur ce cadre-là. Pourquoi ? Parce que c'est un cadre universel qui permet à toutes les nations, quelles qu'elles soient, développées, avancées en développement, de dialoguer, à tous les acteurs, que ce soit des acteurs privés ou non privés, d'échanger. Et nous avons là la chance de pouvoir faire discuter entre eux le directeur général d'une grande compagnie d'assurance et la numéro 2 d'une grande organisation internationale. J'aimerais me tourner vers chacun d'entre vous pour mettre en exergue l'exemple qu'offre cette grammaire collective du développement durable. Pascal Desmurger, vous savez que les ODD permettent d'avoir un langage commun entre les États et les entreprises. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche et surtout comment vous en servez ? Alors effectivement, c'est comme vous le disiez, une grammaire commune, un langage commun entre les différents acteurs d'ailleurs, et en particulier entre les États et les entreprises, qui permet de trouver de définir des objectifs en commun. Moi, ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, pour différentes raisons, les États ne suffisent plus à eux seuls, j'allais dire, ne peuvent plus à eux seuls prendre en charge la totalité on va appeler ça du bien commun ou des politiques, notamment en faveur de l'environnement, en faveur du social, mais les entreprises ont évidemment un rôle considérable à jouer. Il y a d'ailleurs une attente sociale qui est de plus en plus forte à l'égard des entreprises pour que elles essayent d'avoir dans leur activité même l'impact le plus positif possible sur ces sujets d'environnement et de cohésion sociale notamment. Et je crois qu'il est complètement essentiel que les États accompagnent ce mouvement. Il ne s'agit évidemment pas d'une concurrence en quelque sorte dans la contribution au bien public entre le monde de l'entreprise et le monde des États, mais il s'agit bien d'une complémentarité. Évidemment, les États ou l'Europe, les pouvoirs publics en tout cas, ont un rôle complètement majeur de fixation du cadre, un rôle complètement majeur pour légiférer et pour essayer d'orienter l'action des acteurs privés, mais je crois qu'il y a forcément une complémentarité entre les uns et les autres. Après, le rôle de l'État, me semble-t-il, est précisément d'encourager ceux des acteurs privés qui sont le plus mobilisés, mais sans doute d'encourager d'ailleurs l'ensemble des entreprises à orienter leur activité vers la recherche de cet impact positif. On a parlé tout à l'heure de sujets de conditionnalité. C'est évidemment une manière d'inciter les entreprises à s'engager plus fortement. On pourrait parler, peut-être que l'on y reviendra, de la manière dont les États ou idéalement dont l'Union européenne pourrait demain mettre à disposition des consommateurs une sorte de score finalement des entreprises, permettant aux consommateurs de comparer dans un secteur donné les entreprises en fonction de leur niveau d'engagement, de leur niveau d'impact et en fonction de leur comportement. Évidemment que le poids du consommateur dans l'orientation de l'économie est essentiel et qu'il faut les armer pour leur permettre de choisir les entreprises auprès desquelles ils souhaitent demain consommer. Donc les États ont, je crois, un rôle de stimulation pour que les entreprises effectivement s'engagent en faveur des ODD. Et je voulais vous demander, vous avez publié un livre qui explique que les entreprises seraient politiques ou ne seraient pas au XXIe siècle. Précisément, ce travail d'engagement, vous êtes à la tête d'une entreprise. Pour vous, comment est-ce qu'il se concrétise ? Il se concrétise, et c'est le point sans doute qui est le plus important, il se concrétise au cœur même de notre activité. C'est-à-dire que dans chacun de nos métiers, nous sommes assureurs, par exemple assureurs automobiles, on va faire en sorte que dans la réparation automobile, on essaye d'avoir des engagements environnementaux, par exemple, extrêmement précis. On va essayer, par exemple, sur les millions de réparations que l'on
commande chaque année à des garagistes, à des réparateurs, à des carrossiers. On va faire en sorte de les orienter pour qu'ils réparent plutôt qu'ils ne remplacent des pièces de carrosserie, par exemple. Ou s'ils doivent les remplacer, qu'ils utilisent plutôt des pièces d'occasion que des pièces neuves. On voit bien l'impact environnemental important. Un assureur, c'est aussi un gestionnaire d'actifs financiers. On va faire en sorte, dans notre gestion d'actifs financiers, par exemple l'épargne que nous confient nos sociétaires, quand on place cette épargne, on va faire en sorte d'orienter cette épargne en considération de critères sociaux et environnementaux. 100% de nos placements sont des placements ISR, c'est-à-dire des investissements socialement responsables. C'est évidemment un levier très important pour accélérer la transition de l'économie et la transition des entreprises. Je pourrais multiplier les exemples, mais ce qui me semble extrêmement important, c'est vraiment d'avoir cet engagement, non pas à côté de son activité, simplement en créant une fondation ou en finançant telle ou telle ONG, mais vraiment au cœur de son activité, par la recherche systématique d'un impact positif. Merci beaucoup Pascal Desmurger. Vous avez mentionné l'enjeu financier. Isabelle Durand en parlait tout à l'heure, évidemment. On va zoomer sur les questions de la finance responsable cet après-midi. On a une table ronde dédiée à ça, mais je voudrais retourner vers Isabelle Durand pour parler de cette grammaire commune des ODD que j'évoquais tout à l'heure. Vous l'avez mentionné, la solidarité internationale est aussi un enjeu majeur pour inventer ce nouveau modèle de développement. De là où vous êtes, c'est-à-dire à la tête de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, donc qui prend un soin tout particulier pour les États les moins avancés, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous voyez ce changement de modèle opérer ou coincer sur cette crise du coronavirus ? Alors, ni l'un ni l'autre, il va s'opérer, ça c'est sûr. La question, c'est de savoir comment. Je salue tout à fait ce qui vient d'être dit sur les efforts et sur la conditionnalité et sur l'importance qu'au cœur d'une entreprise, on puisse transformer son modèle et pas seulement par d'un peu du greenwashing ou des fondations en parallèle. Donc ça, je salue et franchement, je ne peux que l'encourager. Mais comme je l'ai dit, les entreprises sont de tailles très, très différentes et de métiers très différents et elles ne sont pas nécessairement toutes convaincues, même si elles sont toutes partenaires des ODD. Et hier se tenait à New York, en l'ouverture de l'Assemblée générale, ce qu'on appelle le Compact, le Private Compact. Donc, c'est la rencontre avec l'ensemble du monde des entreprises pour les associer aux ODD. Mais les ODD, aujourd'hui, évidemment, ils sont en grand danger parce que les conséquences socio-économiques vont projeter dans la pauvreté, tous les efforts qui avaient été faits pour tenter d'éradiquer progressivement la pauvreté sont mis en grand danger en raison tout simplement des conséquences socio-économiques de la crise du Covid. Et donc, c'est aujourd'hui un énorme enjeu de conserver ces ODD qui sont finalement les objectifs d'un monde meilleur, d'un monde plus juste et plus durable socialement et environnementalement. Il faut les conserver comme le compas de l'action internationale. Et c'est pourquoi je fais le lien avec ce qui vient d'être dit. Je salue évidemment les initiatives d'entreprises petites, moyennes et grandes pour mettre au cœur de leur métier ce développement à l'occasion du Covid. Mais je voudrais aussi qu'elles restent ouvertes sur le reste du monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager un développement strictement endogène dans son écosystème immédiat. On doit pouvoir aussi être solidaire du reste du monde qui a fait qu'aujourd'hui, nous bénéficions du confort de pouvoir faire des circuits courts, travailler différemment. Tout ça, c'est parce qu'on a eu tout ce qu'il y a eu avant. Et tout ce qu'on a eu avant, c'est aussi parce qu'on l'a eu dans un système qui était profondément injuste. Et donc, je pense que la solidarité internationale ou la coopération internationale doit rester aussi pour le monde des entreprises la lutte contre l'évasion fiscale. Stop avec l'optimisation fiscale, les placements, et vous parliez vous-même, Monsieur Desmurger, des placements. Je pense que c'est très important d'avoir aussi une éthique d'entreprise. À la CNUSEP, nous travaillons pour essayer d'encourager que nos États membres, à la fois les donateurs et les bénéficiaires, vers, par exemple, quand on investit dans un pays étranger ou dans un pays en développement, qu'il y ait un réel transfert de technologie qui puisse se faire, qu'il y ait des règles, que ces investissements puissent encourager la durabilité, la lutte contre le changement climatique. Aujourd'hui, par exemple, les pays qui avaient fait du tourisme leur ressource essentielle, parfois 70% ou 80% de leur produit intérieur brut, c'est le tourisme. Je pense aux îles des Caraïbes, je pense à certains pays du Maghreb, pas loin de chez nous. Ces pays sont aujourd'hui dans une catastrophe économique terrible en raison tout simplement de l'arrêt brutal du tourisme. Et donc,
la diversification économique, la façon d'encourager, de faire, je dirais, d'une pierre deux coups, c'est-à-dire à la fois lutter contre le changement climatique, mais en même temps développer une économie plus circulaire, une économie qui est moins dans les grandes chaînes de valeur dans lesquelles finalement les plus petits joueurs et les plus petites entreprises ne touchent pas grand-chose comme bénéfice. Tout ça, c'est ce que nous essayons d'encourager dans les plans de relance à venir, pris au niveau national ou régional dans les pays en développement, pour essayer de les encourager à pas seulement revenir au modèle d'avant, c'est-à-dire, grosso modo, essayer à tout prix et parfois à n'importe quel prix d'entrer dans l'économie internationale sans pour autant travailler sur tous les autres paramètres de son propre pays, de redistribution, de protection sociale, de système de santé ou de protection qui n'existe pas, de formalisation du secteur informel, ce qui est un énorme enjeu pour beaucoup de pays en développement. Et donc, nous essayons d'encourager que le plan de relance, si je peux dire, là où ils le construisent, qui n'est pas toujours sur base des ODD, puisse néanmoins satisfaire à certains objectifs des ODD. Mais aujourd'hui, quand j'entends que certains disent les ODD, c'est fini, on oublie parce qu'on n'y arrivera pas, c'est très grave, parce que je pense que cette grammaire commune ou ce ciment entre nos États est aussi ce qui tient ensemble le système multilatéral. Le système multilatéral, c'est compliqué. Parler à 197 pays, regardez l'Assemblée générale des Nations unies qui se tient maintenant, c'est pas évident. Le monde est complètement fracturé et les pôles sont plus tous les mêmes qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc maintenir ce dialogue des nations, ça se fait entre autres via les ODD, qui sont un peu le ciment commun de tout le monde, même si, objectivement, il faut reconnaître que c'est parfois plutôt une prise de position ou une grammaire, mais la grammaire, il faut aussi pas seulement la connaître, mais il faut aussi l'appliquer. Et donc, sinon, ça ne sert à rien. Et donc là, il y a vraiment encore un gros effort à passer du ciment qui nous tient au niveau multilatéral, d'abord à le conserver, et ensuite à décliner ces ODD, y compris dans la plus petite municipalité de France. Je pense que, par exemple, des maires ne sont pas assez inclus dans la logique des ODD et du plan de relance. Ils pourraient, dans les villes et même dans les petites communes, faire comprendre que cet objectif qu'on met en place au niveau local, moi je suis une ancienne élue locale aussi, il contribue à quelque chose de plus large que notre bien commun à nous, municipalité, mais il contribue, ou il est là une petite pierre à l'édifice d'une construction plus large. Et je pense que ça, c'est aussi lutter contre le populisme ambiant, c'est que de montrer que ce que nous faisons, c'est pas seulement, même si les Français, d'après ce que vous disiez, sont anxieux, et je pense qu'ils ne sont pas les seuls, de perdre, et je les comprends, et beaucoup ont perdu, c'est une évidence, ils ne reconstruiront leurs ressources ou leur sérénité que s'ils prennent en compte le reste du monde et pas seulement leur environnement immédiat. C'est très compliqué à dire de faire à la fois du circuit court et encourager la production locale et en même temps garder un œil à une coopération avec le reste du monde, ce qui est impératif dans le monde dans lequel on vit. Absolument, vous avez raison. Et vous avez tiré avec cette intervention plein des fils qu'on va explorer tout au long de ces rencontres du développement durable. Vous avez évidemment parlé de bien-être et on a une journée dédiée à ça le 24 septembre. Vous avez parlé d'économie circulaire et on va ne parler que de ça le 28 septembre. Vous venez de parler de l'importance de la coopération internationale et je crois que le pari qu'on a fait de rassembler au cours d'une même journée les élus locaux et les dirigeants d'organisations internationales, c'est aussi cette logique et c'est ce qui nous a valu le soutien, je crois, d'organisations plateformes comme le Comité 21 pour les élus locaux et les entreprises ou alors le Global Compact pour les entreprises de toutes les tailles qui fédèrent les acteurs en faveur des ODD, du développement durable. Je voudrais revenir parce que nous avons des questions de notre audience qui nous écoute, qui tweet avec le hashtag RDD 2020 ou qui nous envoie des questions sur la page du live. On a une question qui vient de Laurence et qui nous demande, puisqu'on vous entend parler, dialoguer l'un l'autre avec, il semblerait, beaucoup de complémentarité, si ce n'est de complicité, de ce que vous pourriez vous demander mutuellement. Qu'est-ce qu'une dirigeante d'organisation internationale comme vous, Isabelle, pourriez demander à un dirigeant d'un grand groupe comme Pascal? Et inversement, peut-être commençons par Isabelle, en ayant en tête cette donnée qui nous a été à nouveau livrée par notre partenaire Focus 2030, sur le fait que 38% des Français, dans cette crise du coronavirus, souhaitent que les organisations internationales soient renforcées pour mieux lutter contre cette crise, avec donc un vrai attachement au multilatéralisme dont vous avez parlé. Isabelle, qu'est-ce que vous aimeriez demander à Pascal au nom de Laurence?
Alors, peut-être lui demander, puisqu'il plaide, et je le rejoins là-dessus, sur de la conditionnalité des aides, etc., je pense que les entreprises ont, bien sûr, chacun est dans son rôle. Une entreprise fait son job d'entreprise et un élu fait son job d'élu. Mais si les entreprises pouvaient en même temps essayer d'influencer la prise de décision dans leur propre domaine, dans le domaine qui est le leur, forcément, et pas seulement par les organisations classiques auxquelles je ne reproche absolument pas d'exister ou de faire leur job, mais les grandes fédérations d'entreprises qui souvent sont un peu un tellement grand rassemblement d'entreprises qu'elles sont peu spécifiques. Je pense que si les entreprises pouvaient mettre en évidence en quoi la manière dont elles seraient soutenues ou la manière dont elles agissent peuvent influencer la décision politique. Vous savez, parfois, comme ancien élu, je pense aussi que le politique est mal à l'aise et les incertitudes que nous vivons aujourd'hui sont difficiles pour tout le monde, pour les économistes, pour les entrepreneurs, mais aussi pour les politiques. L'incertitude, c'est compliqué, surtout quand on a un mandat qui se termine éventuellement 1 an ou 2 ans après et qu'on doit réagir à une crise complexe. Et donc, en ce sens, je pense que si les entreprises pouvaient jouer leur rôle, non seulement au sein de leur propre entreprise, mais par rapport à l'ensemble du monde politique pour montrer un chemin possible sur l'obsolescence programmée, sur toutes sortes de manières de produire ou de consommer du bien ou du service, et sur une manière d'investir. Je parlais tout à l'heure des placements ou de tout ce qui est le placement des ressources qu'on a dans une entreprise. Je pense qu'elle pourrait aussi donner le ton ou donner un peu plus parfois d'énergie ou de stimulation à ceux qui ont à décider du cadre. C'est un peu une relation à double sens. Merci Isabelle, vous parlez donc d'une logique d'écosystème pour inviter Pascal à agir de cette façon-là. Pascal, la question de Laurence, c'est qu'est-ce que vous, en tant que dirigeant d'entreprise, et en particulier d'une compagnie d'assurance, vous pourriez attendre ou souhaiter du système international pour amplifier votre action ? Alors, je vais bien sûr répondre à cette question. Peut-être juste quand même rebondir sur les propos d'Isabelle Durand. Et je suis complètement d'accord avec vous. C'est-à-dire que l'entreprise a évidemment la responsabilité d'agir par elle-même et de se comporter avec, encore une fois, la recherche de l'impact le plus positif possible. Mais je crois qu'au-delà de son action par elle-même, l'entreprise a aussi la responsabilité d'essayer de rayonner, de faire comprendre ce que l'on peut faire et de le partager. C'était d'ailleurs d'une certaine manière, et pas d'une certaine manière, c'était l'objet principal du livre que j'ai écrit, pour essayer de montrer que non seulement l'entreprise peut s'engager, mais, et surtout, et c'est ça, je crois, le message le plus important en direction des autres entreprises, que l'engagement de l'entreprise n'est pas seulement une contrainte, n'est pas seulement une source de coût, mais peut être au contraire une source de performance. Et on le démontre relativement bien lorsque on s'engage pour l'environnement, lorsqu'on s'engage pour le social, ou lorsque l'on s'engage d'ailleurs en faveur des parties prenantes immédiates de l'entreprise, parce qu'il ne faut pas les oublier, les collaborateurs, les clients, les fournisseurs, etc. En réalité, on peut créer des modèles économiques dans lesquels on crée de la valeur à travers cet engagement et on crée, comment dirais-je, à la fois de la valeur financière immédiate, mais aussi une meilleure capacité de résistance dans les crises. On pourrait en parler pendant longtemps. Je crois qu'on n'a pas malheureusement le temps de le faire là, mais c'est tout l'objet, je crois, de la création de ces modèles économiques. Si vous me permettez de vous poser une question spécifique sur ça. Tout à l'heure, vous avez parlé de score, du rôle des consommateurs. Et à l'instant même, Isabelle, vous invitez d'une certaine manière à participer à ces acteurs qui déclenchent un mouvement, alors dans votre secteur industriel. Moi, j'aimerais vous poser une question. Tout à l'heure, on avait le dirigeant de Max Havelaar qui travaille sur les chaînes de valeur, c'est-à-dire tous les fournisseurs qui s'enchaînent pour produire un service ou un bien. Vous, pour votre chaîne de valeur et pour essayer de diffuser votre culture du développement durable à travers tous les intermédiaires avec lesquels vous travaillez, comment est-ce que vous vous y prenez? Et est-ce que ça peut faire partie du score que vous appeliez de vos voeux tout à l'heure? Ça peut complètement faire partie du score. On a une responsabilité à l'égard des entreprises avec lesquelles on travaille. Nous, on a énormément de fournisseurs en amont, soit de fournisseurs directs pour l'entreprise, soit de partenaires avec lesquels on travaille
J'évoquais par exemple tout à l'heure les garagistes, les carrossiers qui vont intervenir pour réparer les véhicules de nos assurés. On a exactement la même chose du côté des artisans qui interviennent dans les maisons, les appartements de nos assurés. Donc on fait travailler des milliers de petites entreprises sur l'ensemble du territoire. Évidemment que, en tant que donneur d'ordre, évidemment, nous avons une responsabilité particulière pour fixer des cahiers des charges qui encouragent, voire qui contraignent ces fournisseurs ou ces partenaires à agir en fonction en considération des objectifs du développement durable, tout simplement, et à avoir des modes d'action qui soient plus respectueux de ces objectifs du développement durable, quelle que soit leur nature, encore une fois, environnementale, sociale ou autre. Donc, bien sûr, on n'a pas seulement la responsabilité de sa production en propre au sein même de l'entreprise, mais on a celle aussi en amont de l'ensemble des prestataires avec lesquels on travaille, c'est clair. Est-ce que je peux ajouter quelque chose, Thomas ? Je vous en prie, Isabelle. Donc je rebondis sur ce qui vient d'être dit en disant que de la même manière, l'autorité publique, elle a à sa disposition les marchés publics qui représentent quand même un énorme levier d'activité. Et donc là aussi, des conditionnalités dans les marchés publics sont très précieuses. Et je voudrais dire que je pense que les entreprises peuvent aujourd'hui surfer, si je peux dire, sur le fait que tous les élus, tous les dirigeants, que les premiers ministres, les ministres, etc., les commissaires européens, les parlementaires européens, tout le monde parle du monde d'après. OK. Alors, le monde d'après, c'est peut-être, il y a des tabous qui tombent aujourd'hui. Certains tabous sont tombés. L'investissement public n'est plus considéré comme quelque chose de banni du secteur. Enfin, il y a vraiment aujourd'hui des portes qui s'entr'ouvrent. Bon, elles ne font que s'entrouvrir, ou elles s'entr'ouvrent du point de vue du discours, de l'engagement politique général, mais pas encore de la mise en œuvre. Et donc, je pense qu'il y a pour les entreprises, et puis même pour vos auditeurs, des actions citoyennes diverses, à s'engouffrer dans ces portes qui sont entrouvertes, parce que ça ne se fera pas automatiquement. Le shift radical que nous attendons tous, parce que le changement climatique est là, parce que les enjeux sont tellement, tellement puissants et tellement forts, et qu'en plus tout le monde a la trouille, en gros, les citoyens comme les élus, je pense que ça ne viendra pas tout seul, et que les forces, je dirais, contraires, pour revenir à ce qu'il y avait avant, risquent aussi de se faire entendre. Et donc, je pense qu'il est important de saisir toutes les opportunités dans son corps business comme entreprise, dans son écosystème et dans son écosystème plus large, d'enfoncer les pieds dans la porte partout où c'est possible. J'allais vous demander, Isabelle, justement, dans ces rencontres du développement durable qui sont tournées vers les citoyens qui, curieux, veulent en savoir plus et savoir comment y voir plus clair et aussi comment passer à l'action. Dans cette journée co-organisée avec Montpellier Business School, vous avez l'opportunité de vous adresser directement à eux, là, face à face, par Skype, les yeux dans les yeux. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire de là où vous êtes pour qu'on puisse entrer de plein pied dans la décennie de l'action, comme le secrétaire général des Nations Unies aime à le dire? Alors, peut-être je conseillerais à chacun qui nous écoute ici peut-être d'être un petit peu moins dans les opinions qu'on publie dans le journal, les cartes blanches, sur, je dirais, l'élaboration un peu théorique du monde d'après et des souhaits, etc., mais plutôt de se focaliser sur là où ils se trouvent, entreprises, groupes de citoyens, académiques ou Dieu sait quoi, c'est quoi les leviers dont je dispose, moi, pour faire que la relance, entre guillemets, soit autre, soit différente. Et une fois qu'on a analysé ça et qu'on voit ce qu'on peut faire, le mettre en œuvre et le faire savoir. Je pense que la mobilisation ne pourra jamais être une mobilisation seulement de discours politiques ou seulement, je dirais, d'actions spécifiques de certaines entreprises. Elle va dépendre d'une combinaison multiple. J'en appelle aussi à ce qu'on soit attentif à observer qui bouge vraiment. Je pense que ça, c'est aussi la responsabilité citoyenne. C'est notre comportement citoyen à la fois comme électeur, comme participant à des activités sociales multiples. Et donc, en ce sens, je nous appelle à faire des ODD et du plan de relance quelque chose où chacun définit sa propre feuille de route plutôt que de plaider pour la feuille de route des autres.
Merci beaucoup Isabelle. Pascal, je vous pose la même question de là où vous êtes à la fois auteur et dirigeant d'entreprise et vous avez l'opportunité de vous adresser face caméra, les yeux dans les yeux à nos auditeurs. Qu'est-ce que vous leur dites pour passer à l'action ? Alors moi, je partage complètement ce qu'Isabelle vient de dire. Hein. Il y a effectivement une action concrète qui est possible, qui est évidemment possible à l'égard des États. Chaque citoyen, par hypothèse, a un bulletin de vote. Mais moi, ce dont je voudrais parler, c'est plutôt l'action pour encourager le mouvement, le shift des entreprises elles-mêmes. Chaque citoyen est à la fois très souvent salarié d'une entreprise et toujours systématiquement consommateur auprès d'entreprises, peut être également épargnant et dans chacun de ces trois rôles a véritablement des leviers à sa disposition pour faire bouger les choses. Je crois qu'en tant que salarié de l'entreprise, on peut essayer, évidemment, ça n'est pas toujours facile, mais de peser sur le comportement de son entreprise, y compris d'ailleurs à travers d'abord son propre comportement au sein de l'entreprise, et puis essayer de généraliser les bonnes pratiques dans son environnement professionnel. En tant que consommateur, on a un levier extraordinairement puissant. Si en effet j'intègre dans mes choix de consommation le choix des entreprises auprès desquelles je vais m'adresser pour consommer des critères relatifs à leur comportement, évidemment, je vais modifier assez fortement les choses et inciter l'ensemble des entreprises à se comporter mieux. Alors, bien sûr, il faudrait que les pouvoirs publics aident cette évolution du comportement des consommateurs en essayant de publier des labels, des scores permettant aux consommateurs de s'y retrouver. Mais d'ores et déjà, je crois que les consommateurs peuvent essayer de peser sur le comportement des entreprises, encore une fois, par leur choix de consommation. Et puis, pareil, lorsque l'on est épargnant, on peut aussi choisir des placements à impact plus fort, à impact positif plus fort et plus direct. Donc je rejoins complètement ce que disait Isabelle. Nous avons dans nos mains des leviers directs, importants par nos propres choix de consommateurs, d'épargnants, de salariés, pour modifier ou contribuer à modifier le comportement des entreprises. Merci beaucoup Pascal, vous parlez de leviers communs. J'ai entendu beaucoup de convergences entre vous deux. D'une certaine manière, on a démontré que cette grammaire commune des objectifs de développement durable pouvait se conjuguer aussi entre le secteur privé et le secteur public. Et je pense que c'est une démonstration de force qui permet aux citoyens de reprendre confiance et d'employer ces leviers. Et j'ai aussi entendu dans vos propos, je conclurai par ça, qu'on risque de faire de ces objectifs de développement durable adoptés il y a 5 ans aux Nations Unies une langue un peu morte, alors qu'on en a besoin et d'en faire une langue parfaitement vivante qui anime les communautés d'acteurs, que ce soit les acteurs étatiques et non étatiques, les acteurs internationaux, les acteurs locaux, les acteurs privés, petits, moyens, grands, y compris avec un grand souci du dialogue social. Je vous remercie tous les deux d'avoir pris le temps de cette masterclass avec nous. Isabelle Durand, secrétaire générale adjointe de la CNUSED, et Pascal Desmurger, directeur général de la Maïf. Nous allons conclure cette première matinée des rencontres du développement durable 2020, pour lesquelles chacun est invité à poser ses questions tout au long de la journée sur la page live du site internet les-rdd.fr, et nous reprendrons à 14h pour la prochaine table ronde qui précisément, comme nous l'ont invité Isabelle et Pascal, parlera de la façon dont la puissance publique peut déclencher et amplifier ce mouvement. À tout à l'heure pour les rencontres du développement durable 2020.